le désir dans le couple, l'écart de désir dans le couple pose très souvent problème. Le désir baisse, la pression monte. Inquiétude, culpabilité, tentative pour essayer de réparer, pour faire revenir l'envie, pour se forcer. Et la question se pose si paradoxalement c'était justement ces tentatives qui abîmaient le désir. Dans cet épisode, je vous propose de regarder autrement les écarts de désir dans le couple et surtout comment sortir des stratégies qui nous paraissent logiques, normales, adaptées, mais qui provoquent l'inverse de ce qu'on espérait. Alors Zou, c'est parti pour un épisode qui porte sur le désir dans le couple. Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recette miracle, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Et oui, on n'est pas que des parents et le couple est fortement impacté par la parentalité, mais ce que je vais dire aujourd'hui ne touche pas que les couples de parents. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du désir dans le couple et plus précisément de l'écart de désir dans le couple. L'écart de désir est extrêmement fréquent. Quand on regarde les études sur la question, elles sont très très claires à ce sujet. J'en ai deux en tête, c'est deux différentes mais qui portent sur le même sujet. La première, elle montre que 80% des couples ont vécu un écart de désir au moins au cours du mois précédant l'enquête et 95% dans une autre étude, 95% des couples déclarent avoir connu une différence de désir au moins une fois dans l'année précédente. Je vous mettrai le lien vers l'étude en question dans les ressources de l'épisode. Ce qu'on en conclut, et si j'en crois les témoignages que je peux avoir, c'est que les écarts de désir sont des situations extrêmement fréquentes. Dans les couples que je peux accompagner, évidemment c'est extrêmement fréquent, mais bon. Là c'est un peu biaisé parce que s'ils viennent me voir souvent c'est qu'ils ont une difficulté. Leur difficulté c'est pas forcément la sexualité, mais voilà, ça se traduit aussi comme ça. Bon, mais d'une manière plus générale, rien n'est plus commun dans un couple que des partenaires qui n'ont pas le même niveau de désir ou d'envie à un moment donné. Cette différence, elle est quasiment aussi banale que le fait que l'un ait envie d'un film d'action et l'autre d'un film d'auteur. D'autant que, naturellement, le désir varie beaucoup dans le temps court, donc à l'échelle de la journée, de la semaine, du mois, et aussi dans le temps long, c'est-à-dire à l'échelle des années. Ça va, ça vient, parfois c'est là, parfois ce n'est pas là, et que donc dans le couple, il faut faire avec parce qu'on n'est pas synchronisé sur les mêmes rythmes, ni dans le temps court, ni dans le temps long. Donc, la vraie question pour les couples, c'est pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même désir en même temps au même moment. D'ailleurs, ça vaudrait peut-être le coup de faire un autre épisode sur le sujet parce que c'est parfois un motif de consultation. C'est une idée reçue que si on n'a pas envie tous les deux en même temps, on ne peut pas faire l'amour. Bon, je vais pas plus loin, mais ça peut être intéressant. Mais donc la vraie question, c'est pas pourquoi on n'a pas le même désir. Une des questions moi que je me pose, c'est comment on fait pour avoir le même désir en même temps. Je sais pas comment c'est possible par miracle. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que cette différence devient pour le désir aussi problématique alors qu'on arrive très bien à vivre avec des tas d'autres différences sans que ça génère de souffrance.
Peut-être que vous avez déjà pensé à des réponses à cette question, ça peut paraître évident, mais j'aimerais bien qu'on la détaille un petit peu pour ne pas rester sur des évidences et surtout pour mettre en évidence, justement, les mécanismes derrière tout ça. D'abord, on est dans une société où il y a une injonction sociétale au désir. Là, je parle vraiment à un niveau même très individuel. Dans notre société, il y a une forte injonction au désir. Il y a des conseils sexuels partout et il y a une idée qui est très prégnante qui est que avoir du désir sexuel, c'est un signe de bonne santé physique et surtout mentale. Si vous parlez de manque de libido, bah, ça va tout de suite faire tiquer vos interlocuteurs, y compris médicaux, qui vont tout de suite se demander si vous n'avez pas un problème hormonal, psychologique, si vous ne faites pas une dépression. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un compte Instagram qui s'appelle Orgasme et moi, enfin auquel je suis abonnée depuis déjà longtemps, mais j'ai vu passer un reel qui était hyper intéressant parce qu'il a aussi fait écho à des choses que moi j'ai pu vivre, et que beaucoup d'autres femmes ont certainement, vécues. Je mettrai là aussi dans les ressources de l'épisode le lien vers ce réel pour que vous puissiez aller le voir. Bon, je résume, si vous n'avez pas envie d'aller voir la vidéo, l'exemple donné, c'est vous êtes une femme, bon vous avez autour de 40-45 ans et vous expérimentez les premiers symptômes de la périménopause qui peuvent se traduire par, entre autres, de l'anxiété sans raison particulière, des insomnies, parfois un peu de brouillard mental et de confusion, de la prise de poids et aussi une perte de libido. Si vous en parlez à votre médecin, quand vous lui parlez des symptômes physiques, ça moi je l'ai vécu vraiment à titre personnel exactement comme c'est décrit. Si vous parlez des symptômes physiques, c'est-à-dire l'anxiété, les insomnies, la prise de poids, on va vous répondre: «C'est le stress, détendez-vous, faites un peu de sport». Et si vous dites: «Bah, je suis pas plus stressée que d'habitude, j'ai le même niveau d'activité que d'habitude, il y a autre chose». «Ouais, ouais, non, mais voilà, détendez-vous». Bon. En revanche, si vous dites: «J'ai une baisse de libido», là, tout d'un coup, le sujet devient sérieux. Là, on va commencer à chercher: «Tiens, il y a un problème, comment ça se fait?» Comme si l'absence de désir était plus inquiétante que tous les autres symptômes. Vraiment, ne pas avoir de libido ou avoir une baisse de libido est interprété comme forcément un problème hormonal, médical ou psychologique, ou le signe que votre couple va mal. Ça n'est pas forcément le cas. On peut avoir des baisses de libido alors que le couple va très bien, aussi étrange que ça puisse paraître, mais on en reparlera. Donc, cette injonction au désir, à être performant dans sa vie sexuelle, crée beaucoup de honte, aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, et donc de silence autour de ce sujet. Et d'injonction à avoir du désir, et on verra que ça, c'est assez problématique. Et en fait, cette injonction et la honte qui est associée empêchent qu'on puisse se rendre compte qu'en réalité, ne pas avoir un désir sexuel au plafond, c'est quelque chose qui est partagé très communément par de nombreuses personnes, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, parfois de manière très durable, de manière stable, parfois, avec des hauts et des bas. Et pourtant, je vous l'assure, de très, très nombreux couples n'ont que très peu, une fois, 2 fois, 3 fois par an, de relations sexuelles, voire pas du tout, et je ne parle pas de personnes âgées. Et pour certains, c'est une souffrance qui les amène à consulter, mais pour d'autres, ça n'est absolument pas un problème. Mais évidemment, ces choses-là ne se disent pas n'importe où avec n'importe qui, notamment on peut en parler dans mon bureau quand il y a pas d'autres oreilles pour entendre et c'est bien dommage parce que je pense que ça ferait du bien à beaucoup d'oreilles de savoir que c'est fréquent et que ce n'est pas une anomalie que d'être dans cette situation. J'en profite pour dire que dans LGBTQIA+, le A, c'est pour asexualité, c'est-à-dire absence d'envie sexuelle ou très faible envie sexuelle. C'est plus vaste que ça, mais je vous laisserai aller chercher, qui en fait, la sexualité est considérée comme une orientation sexuelle, comme l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Donc je l'ai dit, l'injonction au désir entraîne de la honte, de la culpabilité, une tendance à s'enjoindre à avoir du désir, injonction qui, et je vais le montrer dans la suite de cet article, n'est pas très compatible avec le fonctionnement du désir, justement. Alors, jusqu'ici, cette injonction, elle est assez commune aux femmes et aux hommes, mais d'autres injonctions viennent se rajouter,
qui sont un peu différentes selon qu'on est un homme ou une femme. Alors, j'en profite pour préciser que globalement dans cet épisode, je vais être un peu hétéronormée, c'est-à-dire parler quand même beaucoup de couples hommes-femmes et faire des généralités statistiques, c'est-à-dire que statistiquement, plus souvent dans les couples que je vois, les femmes ont moins de désir et les hommes plus, mais c'est possible que ce soit complètement l'inverse en vertu des mécanismes dont je vais parler là, qui sont très interactionnels et qui peuvent être inversés dans certains couples. Vous le comprendrez au fur et à mesure de l'article. Donc ne m'en veuillez pas si je parle au féminin pour la personne qui a moins de désir et au masculin pour la personne qui a plus de désir. Vous pouvez très bien renverser, si c'est le cas dans votre couple, ce que je dis reste valable. Donc, les prescriptions, on va parler maintenant des prescriptions liées aux stéréotypes de genre. Chez les hommes, l'absence de désir, la baisse du désir, est souvent vécue comme quelque chose de très déstabilisant parce qu'on a encore cette idée que le désir sexuel est largement associé à la virilité. Voilà, un mec, ça a du désir, ça a une vie sexuelle. Voilà, un homme qui n'a pas ou peu de désir, il peut commencer à se demander ou se sentir renvoyé à la question: est-ce que je suis vraiment un homme? Alors, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je pense, hein, mais là encore, c'est une représentation qui est très répandue et qui crée beaucoup de honte et de silence et d'injonction à avoir du désir, qui est une partie du problème. Chez les femmes, c'est un petit peu différent. En fait, les femmes, elles sont confrontées à un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est on leur demande d'avoir du désir, être performante sur le plan de la sexualité, être une femme épanouie qui a une vie sexuelle et qui a du désir sexuel. Donc avoir du désir, mais pas trop. Parce qu'il y a quand même cette idée que quand une femme qui a trop de désir sexuel, c'est quand même un peu bizarre, un peu jugé négativement. La salope, hein, vous savez, la sainte et la salope, voilà, et ça, c'est pas très bien vu. Et en plus, dans un couple, une femme qui a plus de désir que son partenaire, ça fait flotter un peu dans l'air l'idée que elle émascule son partenaire, qu'elle le dévirilise. Donc, les femmes, elles sont coincées entre si elles ont du désir, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Donc, comment je fais avec ça? Mais il y a un autre paradoxe qui est que les femmes, dans les stéréotypes de genre, sont poussées à être au service de la relation et du bien-être du partenaire. Et dans ce cadre, avoir du désir, c'est bien parce que ça fait du bien à l'autre et pas forcément à soi. Donc souvent, chez les femmes, le désir sexuel est envisagé comme quelque chose qui s'inscrit au service de la relation, du bien-être du partenaire. C'est d'autant plus fort que les stéréotypes de genre poussent encore aujourd'hui souvent les femmes à se sentir responsables du bien-être émotionnel, relationnel de leur partenaire. Et bien-être que les hommes eux-mêmes associent souvent à la fréquence de leurs relations sexuelles. S'ils n'ont pas eu suffisamment de relations sexuelles, beaucoup d'hommes vont dire: «Je suis pas bien, je fais la tête, je suis pas sympa», et c'est assez fréquent. «Je n'arrive pas à être bien si on n'a pas assez de relations sexuelles», et donc là, les femmes se retrouvent coincées entre se forcer à avoir des relations sexuelles ou s'enjoindre à avoir du désir au risque de se renier, c'est-à-dire, si avoir des relations sexuelles fait plaisir à mon conjoint, je vais le faire, mais j'ai pas de désir, donc je suis obligée de me forcer physiquement, c'est très désagréable. Ou alors je tiens compte de mes propres limites, de mes propres envies, donc je ne me force pas, mais dans ce cas-là, je fais souffrir mon partenaire et j'abîme la relation. Et donc ce double paradoxe crée beaucoup de culpabilité. Mon partenaire souffre, il ou elle est pas bien à cause de moi, mais je suis pas au bon niveau, donc je dois avoir du désir à tel niveau et là encore, c'est pas très compatible avec le fonctionnement du désir. Et à tout ça, s'ajoute encore une idée très forte, que cette idée que le désir et la sexualité sont la preuve de la bonne santé du couple. C'est un peu le sexe comme indicateur de l'amour, de la solidité du lien, de la réussite du couple. Et alors, quand le désir baisse, la question c'est plus seulement: «Tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe?» mais
qu'est-ce que ça dit de notre couple? Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce que ça veut dire que notre couple va mal? Est-ce que ça veut dire que quelque chose est cassé? Donc ça met une espèce d'enjeu aussi de qu'est-ce que c'est qu'un couple s'il n'y a pas de sexualité? C'est une bonne question d'ailleurs, ça vaut le coup de se la poser, mais peut-être j'en reparlerai dans le prochain épisode. Et donc, cette idée que couple égale sexualité, ça ajoute une pression supplémentaire sur le désir. Donc, avant que j'aille plus loin sur les mécanismes du désir, je veux faire une précision importante. Ce que je vais dire maintenant dans la suite de cet épisode n'a absolument pas pour objectif, ou ce que j'ai dit jusque-là, n'a absolument pas pour objectif de sous-entendre qu'il faudrait renoncer au désir ou à la sexualité ni à une vie sexuelle riche. Si vous avez une sexualité épanouissante et si c'est quelque chose de très important pour vous, évidemment qu'il n'y a aucun problème. Mon propos n'est pas de dire le désir n'a pas d'importance. Mon propos est de dire que dans beaucoup de couples, quand il y a un écart de désir qui dure, la réponse, aussi bien individuellement pour la personne qui manque de désir que pour son ou sa partenaire qui en a plus, consiste à se dire « je dois avoir plus de désir, je dois retrouver du désir, je dois provoquer le désir de l'autre, je dois me remettre à avoir envie ». Or, ce qu'on observe, c'est que cette injonction à avoir du désir ne fonctionne pas très bien et même qu'elle a tendance à produire l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire qu'elle a plutôt tendance à faire baisser le désir. Donc, je vous propose de regarder un peu plus en détail les mécanismes derrière ça et justement comment ces injonctions, notamment le fait de se forcer ou de se mettre la pression pour avoir du désir, nuisent au désir au lieu de le relancer. Alors, premièrement, on va regarder pourquoi l'injonction au désir ne fonctionne pas et aggrave souvent le problème. D'abord, le désir ne répond pas bien aux ordres. La première raison pour laquelle l'injonction au désir ne fonctionne pas, c'est celle-là. Vous pouvez vous dire, il faudrait que j'ai envie. Je devrais avoir plus de désir. Ça serait quand même plus simple si j'avais envie. Mais le désir ne se déclenche pas comme ça, sur commande. Moi, souvent, quand j'ai les gens en accompagnement qui me disent ouais, « je voudrais avoir plus de désir », je leur dis « mais est-ce que vous arrivez, vous, à avoir envie sur commande de saucisson ou de chocolat, de choux de Bruxelles ou d'endives ?» Et généralement, la réponse est non. Si je vous présente un aliment que vous aimez, donc dans la liste que je viens de donner, probablement plutôt le saucisson ou le chocolat, bien qu'il y a des gens qui aiment les choux de Bruxelles et les endives, mais bref, si je vous présente du saucisson ou du chocolat, ou que vous pensez à cet aliment que vous aimez et au plaisir que vous allez avoir en le dégustant, c'est possible que cela fasse apparaître l'envie, mais c'est pas certain. Et vous ne pouvez pas déclencher l'envie à strictement parler. Vous pouvez évoquer le plaisir qui va vous donner envie. Et par contre, si je vous dis d'avoir envie d'un aliment que vous n'aimez pas, les choux de Bruxelles ou les endives dans mon exemple, évidemment que c'est peine perdue. Vous n'allez pas vous mettre à avoir envie de choux de Bruxelles parce que je vous parle de choux de Bruxelles ou que je vous mets une assiette de choux de Bruxelles sous le nez. Mais j'approfondirai ce sujet un petit peu plus loin. Alors, parfois, oui, pimenter un peu sa vie sexuelle, j'en reparlerai un peu plus tard, s'envoyer des sextos, regarder des films érotiques ou même des films porno, ça peut stimuler le désir, c'est comme vous mettre les tablettes de chocolat sous le nez, d'accord ? Mais ce que j'observe souvent dans les couples que je reçois, c'est que plus on intime au désir l'ordre d'apparaître, plus le désir se fait discret. J'en avais déjà parlé dans un article qui s'appelle « Le désir, oiseau sauvage et délicat ». Donc, le lien sera dans les ressources de l'épisode. En fait, quand on s'enjoint à avoir du désir ou quand on se force, ça transforme le désir en obligation. En fait, quand le désir n'est pas là, beaucoup de personnes choisissent, plus ou moins consciemment, de se forcer. Se forcer à avoir des relations sexuelles, se forcer à être disponible pour faire plaisir, ou pour éviter un conflit ou une déception, ou pour éviter que l'autre ne fasse la tête ou ne souffre de la situation. Ça arrive souvent. Le problème, c'est que plus on se force, plus la sexualité quitte le registre du plaisir et du désir pour entrer dans celui de l'obligation. Et ça, même si on a du plaisir dans les relations sexuelles.
Et donc, le désir, par définition, ne se développe pas bien dans un climat d'obligation. Si je reprends ma métaphore culinaire, si je vous force à manger du chocolat, même et surtout quand vous n'en avez pas du tout envie, ce qui risque fort de se passer, c'est que vous allez avoir une aversion au chocolat. Ça va vous dégoûter, au moins pendant un certain temps, du chocolat. Quand on se force régulièrement à avoir des relations sexuelles alors qu'on n'en a pas envie, la sexualité devient associée à un renoncement à ses propres besoins, donc à un moment désagréable, même si la relation qui suit apporte du plaisir physique. Résultat, il y a un mécanisme de protection qui se met en place pour nous éviter de nous retrouver à nous forcer. Donc, en fait, la perspective d'une situation où on se retrouve à devoir choisir entre accepter une relation sexuelle ou la refuser devient aversive. On n'a pas envie de faire ce choix. C'est jamais agréable de mettre un râteau à la personne qu'on aime. Et ce dilemme va générer de l'anxiété. C'est le paradoxe dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que je me force pour faire plaisir à l'autre ou est-ce que je respecte mes limites au risque de lui déplaire ? Et ça devient anxiogène en se disant pourvu qu'il n'y ait même pas des tentatives de rapprochement parce que je vais devoir décider ça. Et cette pression interne, cette anxiété devient un tue-désir majeur. Et l'anxiété, elle va même se traduire parce que quand je me mets la pression, je devrais avoir du désir, on se commence à s'auto-scruter. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça revient? Est-ce que j'ai assez envie? Pourquoi j'ai toujours pas envie? Et cette autosurveillance maintient le désir un peu sous tension, sous surveillance. Et encore une fois, le désir a besoin d'un relâchement et de sécurité pour émerger. Quand il est observé, évalué, attendu, il se barre. Et donc, résultat paradoxal, vous l'aurez compris, qui est très souvent observé dans les couples que je peux accompagner, plus on veut du désir, moins il y en a. J'avais vraiment détaillé en profondeur tous ces mécanismes dans l'article « Comment obtenir plus de désir en faisant moins d'efforts » que vous trouverez là aussi dans les ressources de l'épisode. Alors, là, je parle des tentatives que fait la personne qui a le moins de désir pour se dire « je dois avoir envie, je devrais avoir envie, je dois stimuler mon désir et ou je dois me forcer ». Mais parfois, le ou la partenaire qui a plus de désir aggrave cette pression sur le désir sans le vouloir, ou contribue en tout cas à renforcer cette pression sur le désir. Donc là, je vais parler de la manière dont le ou la partenaire qui a le plus de désir réagit à cet écart. Quand on souffre du manque de sexualité dans le couple, évidemment, la première chose à faire, c'est bien sûr d'en parler, de dire que la situation est difficile, que ça nous fait souffrir, que ça nous manque, c'est légitime. Et parfois, mettre des mots dessus, ça peut changer les choses, ça peut provoquer une prise de conscience chez l'autre partenaire, qui va peut-être expliquer pourquoi à ce moment-là c'est un peu moins et ça va donner de la patience, ou peut-être qu'il va se rendre compte, il ou elle va se rendre compte qu'effectivement, il y a peut-être des choses à faire pour revenir à une vie sexuelle plus épanouissante et ça va permettre des ajustements. Mais ce dont je vais parler maintenant, c'est quand on en a parlé, mais que ça n'a pas résolu le problème, voire que ça l'a aggravé. Dans beaucoup de couples, et certains me disent « on en parle beaucoup » sans se rendre compte que peut-être ça renforce le problème. Donc dans beaucoup de couples, la souffrance de celui ou celle qui a le moins de désir va continuer à s'exprimer, mais de façon qui renforce la pression. Je l'ai dit, faire la tête, carrément bouder quand on n'a pas eu suffisamment de relations sexuelles, se montrer distant, distante, pas très sympa. Évoquer régulièrement le manque de sexe. Rappeler qu'on est triste, qu'on est frustré, qu'on est inquiet. Alors, pire encore, évidemment, conditionner sa disponibilité dans le couple, pour les tâches ménagères, pour les enfants, aux relations sexuelles. Ça arrive encore très souvent, je le vois dans les accompagnements de couple. Je peux comprendre la souffrance, mais clairement, si vous faites ça,
demandez-vous si ça aide votre partenaire à avoir plus de désir pour vous. Probablement pas. Encore une fois, je comprends ces réactions, au moins en partie, parce qu'elles traduisent une vraie souffrance chez la personne qui a le moins de désir. Le problème, ça n'est pas cette souffrance, on ne peut pas la faire disparaître comme ça, et elle est réelle, mais c'est le fait qu'à force d'être répétée de cette manière, cette souffrance est reçue comme une mise en accusation, une pression à « donne-moi des relations sexuelles, aie du désir pour moi ». Et plus la souffrance de l'autre est visible, plus la culpabilité de la personne qui a moins de désir augmente, plus cette culpabilité augmente, plus la pression interne chez cette personne monte, plus la pression monte et plus le désir s'éteint. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de dire il faut laisser tomber, n'ayez plus de relations sexuelles si le désir n'est pas là. L'idée c'est de comprendre que se forcer ou essayer de forcer l'autre à avoir envie ou à avoir des relations sexuelles sans avoir envie, c'est rarement efficace pour faire revenir le désir, que en général, ça va plutôt conduire à une dégradation de la relation sur le long terme. Donc à partir de là, on laisse tomber l'idée de comment avoir plus de désir, parce que ça, on ne sait pas faire directement, mais on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer comme contexte qui va favoriser la réapparition du désir, ou plus humblement, moi je dirais plutôt, le premier objectif, c'est essayer de faire en sorte qu'il arrête de se dégrader. Donc chacun essaye de gérer la situation comme il peut. La personne qui a le moins de désir, je l'ai dit, va souvent s'enjoindre à avoir envie, à se forcer pour éviter de blesser l'autre, et elle souffre de cette contrainte. Et la personne qui a le plus de désir, elle va insister sur le problème, sur sa souffrance, dans l'espoir que les choses bougent, que ça fasse réapparaître le désir, comme si c'était une décision volontaire du ou de la partenaire, ce qui augmente la pression. Donc on ne va pas désigner un coupable qui devrait faire autrement, mais on va regarder ce que chacun peut ajuster de son côté pour faire baisser la pression dans la relation. Alors, je commence par la personne qui a le plus de désir. Quand on a plus de désir que son ou sa partenaire, il y a une difficulté réelle et souvent la situation est très douloureuse psychologiquement. Alors, je vais parler très rapidement, je fais une petite parenthèse sur la souffrance physique. Il y a une espèce de légende sur ce qu'on appelle les couilles bleues, c'est-à-dire l'idée qu'une frustration sexuelle trop importante poserait des problèmes physiques aux hommes et engendrerait de la douleur. Ceci est complètement et parfaitement faux. Alors, je précise. Oui, certains hommes peuvent ressentir une gêne ou une douleur lorsqu'ils sont très excités, c'est-à-dire quand ils sont en érection, qui est liée en réalité à un petit muscle qui est impliqué dans l'érection. Enfin, quand le pénis est en érection, ce muscle est en action. Le pénis n'est pas un muscle, bref, vous aurez compris. Mais en réalité, cette douleur, c'est une crampe musculaire. Et cette douleur disparaît instantanément dès que l'excitation retombe. Prenez une douche froide, pensez à autre chose, appelez votre mère, je ne sais pas, ou masturbez-vous, et une fois que vous aurez éjaculé, vous n'aurez plus mal. Et le problème est résolu. Mais il n'y a pas de problème durable, de douleur physique durable, liée au fait d'être dans une situation de frustration sexuelle, de manque de relations sexuelles. Si vous ne me croyez pas, notamment si vous êtes un homme, et que vous ressentez cette douleur, je vous invite à soit aller consulter un urologue qui va vous expliquer comment ça marche, soit à écouter l'épisode Tout sur la bite du podcast Les couilles sur la table avec justement un urologue homme comme invité, il en parle très très bien. Par contre, la douleur psychologique, elle, est bien réelle. Ça, alors là, j'ai aucun doute là-dessus, surtout si on associe très fortement le sexe à l'amour. Si les relations sexuelles et le désir sexuel sont vécus comme des preuves d'amour, alors on peut facilement interpréter le manque de désir comme un manque d'amour, un manque d'attention. Et là, ça fait souffrir, c'est logique. Alors qu'en fait, la sexualité et l'amour sont deux choses complètement différentes. Ça mériterait peut-être un épisode complet. Si ça vous intéresse, vous me faites signe. Bon. Donc, cette souffrance, elle va être d'autant plus importante que
dans les couples où il y a une forte dissymétrie du désir, s'installe très souvent un phénomène d'évitement relationnel. La personne qui a le plus de désir se protège en essayant de moins se confronter à l'autre pour moins ressentir le rejet, pour moins ressentir d'envie, parce que cette personne, souvent le conjoint masculin, sent bien que c'est pas très agréable non plus pour sa compagne de sentir ça. Donc il y a un évitement déjà de ce côté-là. Et puis la personne qui a le moins de désir aussi va éviter les moments de proximité pour ne pas se retrouver soit à devoir se forcer, soit à devoir supporter des caresses ou des actes sexuels dont elle n'a pas franchement envie, soit tout simplement pour ne pas avoir à mettre un râteau à son partenaire. C'est jamais agréable de faire ça. Avoir à repousser quelqu'un qu'au fond on aime, pour qui on a du respect, c'est difficile. Et cet évitement, il va prendre des formes plus ou moins subtiles. Donc, consciemment, souvent, les gens disent « j'évite de me déshabiller devant lui ou devant elle. Je vais prendre ma douche dans l'autre salle de bain plutôt que dans la chambre. » Voilà. Ou alors, ça peut être un peu plus inconscient. Tiens, pile au moment où l'autre va se coucher, j'ai plein de trucs à faire. Et ce qui fait que moi, quand j'arrive pour me coucher, l'autre est déjà endormi. Donc voilà, il y en a qui vont s'endormir devant la télé, qui vont scroller bêtement sur leur téléphone le temps que l'autre s'endorme, tout en disant je sais pas pourquoi je fais ça, je me couche tard, voilà. Donc cet évitement, c'est une stratégie plus ou moins volontaire et consciente qui réduit la souffrance à court terme, parce qu'on réduit l'occasion de se retrouver confronté au manque de désir, qui fait culpabiliser d'un côté, qui fait souffrir de l'autre. Mais cet évitement, il crée de la distance qui fait souffrir aussi parce que c'est vécu là, à strictement parler, comme du désamour. Et en plus, ça fait courir le risque tout à fait réel que ça devienne du désamour. Parce que quand on s'éloigne, on désapprend l'intimité en quelque sorte. Et alors on peut partir sur des trajectoires différentes. Donc il va falloir agir sur cet évitement, mais j'y reviendrai à la fin de cet épisode. La première chose qu'on peut tenter, c'est déjà de séparer le sexe et l'amour. On peut se passer de sexualité pendant au moins un moment. Même si c'est important pour vous, vous pouvez le faire. Mais on peut continuer à s'offrir de l'amour, de la tendresse et de la proximité. Et en fait, quand les deux sont confondus, chaque moment de rapprochement devient potentiellement menaçant pour la personne qui a le moins de désir. Il ou elle a une idée derrière la tête, c'est pas juste un câlin, qu'est-ce qui va m'attendre, comment je vais faire pour gérer ça sans me forcer. Donc encore une fois, là, c'est pas le désir qui prend le dessus, ni le fait de profiter tout simplement du câlin, donc ça crée de la distance et de l'éloignement, et même s'il y a un câlin, on sent bien que c'est pas spontané, c'est pas disponible. Et donc, ça pose un vrai problème. En séparant clairement les deux, on crée, et ça va être le mot-clé, un espace de sécurité où la proximité même physique n'est plus associée à une attente sexuelle. Si vous êtes la personne qui a le plus de désir, vous pouvez dire « Mais je vois bien que cette histoire de sexualité te met beaucoup de pression. Je pense sincèrement que continuer à insister, à en parler, c'est contre-productif. Et que ça te fait souffrir, ça nous fait souffrir tous les deux. Donc je veux que ce soit bien clair. Je ne veux pas de relation sexuelle si tu n'en as pas envie. Et si on doit attendre des mois pour que l'envie revienne, ça n'est pas grave, j'attendrai. » Ça implique très concrètement d'arrêter les rappels, les sous-entendus, les signes de mécontentement autour de l'absence de sexe, et parfois même de freiner si l'autre devient plus entreprenant ou entreprenante, afin de vraiment renforcer le message, tu ne dois surtout pas te forcer et tu es en sécurité. C'est cette sécurité, il n'y aura pas besoin de te forcer, qui est une condition indispensable pour que le désir ait une chance de peut-être revenir. Alors quand on en arrive à ça, en accompagnement de couple, il y a beaucoup d'hommes qui me disent, en tout cas celles et ceux qui ont plus de désir, alors en gros, je dois me la mettre sur l'oreille. Pardon de l'expression. Alors soyons clairs, oui tout à fait, pendant au moins quelques semaines pour voir
ce qu'il en est. Ça n'est pas forcément définitif, mais ça, vous tirerez la conclusion à la fin de ce test. Je m'explique. Je n'ai pas, et je pense que personne n'a, de méthode qui garantit que le désir revienne. Et moi, je ne suis pas là non plus pour définir à votre place la manière dont votre couple doit fonctionner sur le plan sexuel. Ce que je propose aux couples que j'accompagne, c'est un test sur plusieurs semaines, plusieurs mois, selon ce qui leur semble à eux adapté. C'est un temps pendant lequel le désir du partenaire qui a le moins de désir peut évoluer librement, sans incitation, sans contrainte, sans pression. C'est le seul moyen que je connaisse pour observer à quel niveau ce désir peut se réajuster sans que la personne concernée ait à se forcer. Et si à l'issue de ce temps de test, il faut quand même laisser un peu de temps pour installer cette sécurité. Si à l'issue de ce temps-là, le désir de votre partenaire ne revient pas du tout ou pas suffisamment à votre goût, bien sûr qu'il devra y avoir une réflexion et une discussion sur ce que vous attendez d'un couple et comment vous concevez un couple avec ou sans sexualité, et sur ce que cette dissymétrie implique pour vous. Mais il ne faut surtout pas avoir cette réflexion avant. Si vous tirez des conclusions trop tôt, ça peut devenir une forme de menace. Si ton désir n'évolue pas positivement, ça n'est pas acceptable pour moi et je te quitterai. Ça va mécaniquement tuer dans l'œuf le désir de votre partenaire. C'est une forme de pression sur le désir. Donc, ça veut dire que si vous voulez vraiment voir comment évolue le désir de l'autre, vous allez devoir accepter que peut-être pendant un moment, il n'y aura rien du tout. Ici, je veux faire une mise en garde très importante. Quand le forçage, l'injonction au désir a duré longtemps, et souvent c'est de très longues années, il n'est pas rare que le désir soit alors durablement, parfois même très 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 durablement, éteint. Et il va souvent être éteint pas seulement pour le conjoint, parfois c'est juste le conjoint concerné, la relation pour laquelle il y a eu beaucoup d'injonctions au désir, puis quand on passe à une autre relation, pouh, le désir est là et voilà, on pense à quelqu'un d'autre et là on a du désir comme par hasard. Mais souvent, souvent pour les femmes d'ailleurs qui ont eu cette injonction pendant très longtemps, qui ont essayé de dire que c'était trop de pression mais que ça n'a pas été entendu, ben, au bout d'un moment, c'est plus de désir pour la sexualité en général. C'est-à-dire que c'est tellement devenu associé à la contrainte, le truc difficile, inconsciemment souvent, et au sentiment de ne pas avoir le droit d'être soi-même, que ça devient complètement aversif. Autre chose, pendant cette période de test où l'idée c'est de vraiment mettre zéro pression pour les relations sexuelles et la vie sexuelle, certaines personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, peuvent se sentir très frustrés et avoir besoin d'avoir une activité sexuelle. On peut, dans ce cas-là, par exemple, se masturber pour se sentir moins sous tension. Je me souviens de plusieurs couples où le partenaire, notamment les hommes, parce que c'est plus visible, le partenaire disait en fait, je vais prendre ma douche, je me masturbe, comme ça, quand j'arrive dans la chambre, je suis détendue, j'ai pas de tension de ce côté-là, et c'est plus facile pour moi de faire un câlin sans arrière-pensée sexuelle. Et en fait, ça ne pose aucun problème, justement parce que ça aide à faire baisser la pression autour de la sexualité. Ça va aussi dans le sens d'une différenciation qui est extrêmement importante. Le sexe et l'intimité, ça n'est pas la même chose. En fait, la masturbation, ça peut répondre tout à fait, et c'est même en partie intéressant pour ça, ça peut répondre à un besoin de décharge, de détente, de soulagement physique, mais ce qui va nourrir le désir dans la relation, le plus souvent, c'est pas tellement l'acte sexuel en lui-même, c'est la qualité de connexion qu'on ressent avec l'autre, le sentiment d'être en lien, en rencontre, c'est ça qui va être vraiment chouette. C'est pas le cas à chaque fois, mais n'empêche que quand la sexualité devient surtout un moyen de faire baisser sa tension, de se rassurer sur le fait que l'autre nous aime, en fait, la sexualité perd cette dimension de rencontre et il y a beaucoup moins de désir dans ce cas-là.
Je me souviens de un des hommes que j'ai pu accompagner, dans un accompagnement de couple. On avait travaillé sur cette dimension de la sexualité et il m'avait dit en conclusion de notre accompagnement, il l'avait très bien formulé, d'autres me le disent, mais peut-être moins joliment: «Grâce à vous, j'ai une sexualité beaucoup plus adulte», dans le sens où justement, bah, les relations avec sa compagne étaient moins fréquentes, mais vraiment dans le lien et la connexion et pas, juste pour soulager une tension sexuelle. Donc là, jusque-là, j'ai parlé de la personne qui a le plus de désir. Maintenant, on va parler de la personne qui a le moins de désir. Du côté de la personne qui a le moins de désir, si vous voulez avoir une chance de voir votre désir réémerger, l'objectif va être de se sortir du forçage à avoir des relations et de la culpabilité, en tout cas de l'injonction à avoir du désir qui ne fonctionne pas. Alors, attention, première chose à faire avant d'essayer d'agir sur votre désir, c'est de vous demander si votre sexualité vous apporte vraiment du plaisir. Je reprends ma métaphore culinaire. Si manger des choux de Bruxelles ne vous apporte aucune satisfaction, vous n'aimez pas ça, mais vous vous forcez à en manger parce que pour la santé, vous aurez beau faire, vous n'aurez jamais spontanément envie de manger des choux de Bruxelles. Il y a plein de couples où la personne la moins désirante me rapporte des expériences sexuelles ennuyeuses, voire douloureuses, désagréables. Mais dans ce cas-là, la disparition du désir, c'est un moyen de se protéger de ces expériences désagréables, de les réduire, parce que si on n'a pas envie, ben, il y a des chances qu'elles soient moins fréquentes. Donc si c'est votre cas, la première chose à faire, c'est de communiquer là-dessus avec votre partenaire pour que vous puissiez changer vos pratiques sexuelles. Mais si c'est pas votre cas, si les relations se passent bien, apportent du plaisir, ben là, on est vraiment face à un manque de désir. Donc vous pouvez choisir, moi je suis pas là pour vous dire c'est ça qui est bien et c'est ça qui est pas bien. Vous pouvez choisir de vous forcer, mais faites-le en connaissance de cause. Non pas en vous désolant de ne plus avoir envie, mais en vous disant: «OK, je me force à avoir une relation sexuelle de temps en temps. À quelle fréquence? Il faudra le définir. Ça permet que mon partenaire soit satisfait, que tout se passe bien de ce point de vue-là. Ça n'est pas satisfaisant du point de vue du respect de moi-même, mais j'accepte ce renoncement à mes propres besoins comme étant une conséquence logique de mon choix». Ça vaut le coup vraiment de le formuler comme ça pour savoir si c'est un choix que vous assumez en tant que tel. Et il y a des femmes qui le font. Si ça leur convient, moi j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Mais il y a quand même un risque, dont il faut avoir conscience, c'est que le risque sur le long terme, c'est que la sexualité devienne quelque chose de globalement aversif. Je l'ai déjà souligné plus haut, plus on se force longtemps, plus au bout d'un moment, en fait, la sexualité devient aversive et avec le risque in fine que vous n'arriviez plus à vous forcer. Mais encore une fois, c'est un choix possible. Si vous ne souhaitez pas vous forcer, ce que là aussi je trouve parfaitement compréhensible, ou que vous voudriez vous forcer mais que vous n'y arrivez plus, ce qui arrive très fréquemment en vertu de ce que je viens de dire, alors ça peut être intéressant d'expliquer clairement le mécanisme en jeu à votre partenaire. Par exemple, en disant quelque chose comme: «Je vois bien que tu souffres en fait, ça n'est pas de la mauvaise volonté de ma part, je suis vraiment désolée. Si je pouvais me forcer à avoir du désir, il y a belle lurette que je l'aurais fait. Mais j'ai besoin de te dire que plus tu insistes pour qu'on ait des relations sexuelles, pour que j'aie du désir, plus je me sens sous pression, plus je me sens mal de ne pas y arriver et moins j'ai de désir pour toi. Et me forcer me fait aussi me sentir mal et je me sens vraiment coincée et ça n'est pas supportable pour moi». Alors ici, petite parenthèse, je pense que c'est important de le dire, l'immense majorité des hommes en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, ne veut pas d'une femme qui se force, mais ils veulent d'une femme qui a du désir. C'est important de le garder en tête parce que souvent ils sont réceptifs à ça. Alors, revenons à la manière dont on peut aborder ça en couple. Vous pouvez poursuivre avec quelque chose comme: «Je te propose quelque chose pour voir si mon désir peut revenir. Je ne te promets absolument rien parce que je n'ai aucune idée de savoir si oui ou non il va revenir. Mais ce qui m'aiderait, ce serait que tu acceptes qu'on laisse ce sujet de côté,
qu'on passe peut-être du temps ensemble à faire des choses chouettes, et cetera, mais que surtout, tu me promettes qu'il n'y aura pas de relations sexuelles pendant au moins quelques semaines. Je suis désolée de t'imposer ça, mais ça pourrait m'aider à voir comment mon désir évolue. Évidemment, vous pouvez faire lire cet article à votre compagnon, ou lui faire écouter cet épisode de podcast et d'autres aussi, d'autres articles que j'ai écrits sur le sujet et qui sont en lien dans les ressources. Ça, c'est une des manières d'essayer de voir ce qui se passe si on enlève la pression. Maintenant, je voudrais revenir sur l'évitement relationnel dont j'avais parlé un peu avant, un peu plus haut dans cet épisode. Si on réduit juste les demandes sexuelles, sans rien faire d'autre, on n'agit pas sur la proximité. Et l'éloignement n'est pas vraiment propice au retour du désir, ni à la réduction de la souffrance pour celui ou celle qui se sent délaissé et désaimé du fait du manque de désir. Donc ça va être important de travailler aussi en parallèle sur comment on remet de la proximité dans ce couple pour réduire ces souffrances et pour réduire cet éloignement. Donc c'est une proximité déjà qu'on peut manifester de différentes manières. On n'est pas obligé d'avoir des contacts physiques, on peut faire des choses ensemble, on peut sortir, mais évidemment la dimension physique peut être très importante. Mais l'intimité physique, les bisous, les câlins, voire des gestes plus appuyés, ne peuvent se remettre en place que si la sécurité sur le plan de la sexualité est garantie à la personne qui a le moins de désir. Ici, il y a un exercice que j'utilise assez fréquemment, qui est celui des statues de pierre qui sont décrits. C'est un exercice qui est décrit par Giorgio Nardone. Il y aura un lien dans la description de la vidéo. Ce sont en fait des câlins très intimes, mais sans sexualité, et ça peut être très utile pour travailler sur ce rapprochement. Concrètement, ça consiste vraiment à réintroduire une proximité corporelle importante, sans aucune visée sexuelle. Les partenaires doivent s'asseoir ou s'allonger, de préférence, l'un contre l'autre, vraiment de manière très proche, dans une position confortable où ils peuvent rester plusieurs minutes, de préférence nus, et ils doivent rester là, en contact, sans rien faire. Alors là aussi, j'avais écrit un article là-dessus, parce qu'il y a des choses... N'allez pas faire des papouilles, parce que c'est insupportable. J'avais écrit un article à ce sujet. Vous irez le lire, vous verrez. Donc, il ne doit y avoir aucune caresse sexuelle, pas de tentative d'aller plus loin, pas d'escalade vers un rapport, pas de tentative d'autre chose. Parce que l'idée de cet exercice, c'est de permettre au corps de réapprendre que le contact avec l'autre peut exister sans pression, sans attente, sans obligation. Ça ne peut donner un effet positif sur le désir que si la personne qui a le moins de désir a une confiance totale dans le fait qu'il n'y aura aucun débordement vers la sexualité. Donc souvent, ça prend quand même quelques jours, quelques semaines, et 2, ça suppose d'être très très clair sur le fait qu'il n'y aura pas de relation sexuelle. Si ça n'est pas le cas, au lieu de rassurer, vous allez activer l'appréhension et on retombe exactement dans le problème de départ dont je parle depuis le début de cet épisode. Donc, si vous êtes la personne qui a le plus de désir, ça implique de résister à toute envie sexuelle tant que le désir de votre partenaire n'est pas solidement revenu. Et j'allais même dire, le top du top, c'est si la personne qui a le moins de désir commence à ressentir de l'excitation, ça vaudrait le coup de dire attends, c'est peut-être trop tôt, il faut attendre de vraiment consolider ce désir, comme plutôt que s'il y a une petite flamme de bougie qui est sensible au moindre courant d'air, peut-être qu'il faut attendre que ce soit un beau feu qui flambe, et là s'il y a des courants d'air, c'est pas grave, voire au contraire, ça va flamber encore mieux. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre si vous voulez avoir une chance de peut-être éventuellement voir le désir de votre partenaire remonter. Vous allez avoir besoin d'installer de la sécurité sur le fait qu'il n'y aura pas de relation sexuelle. Bon, je pense que je suis arrivée à peu près au bout de tout ce que je voulais dire sur le désir. Si je devais résumer cet épisode, je dirais surtout une chose. Le problème, c'est pas le manque de désir ou la différence de désir, c'est quelque chose d'assez fréquent. Le problème vient souvent de la pression qu'on met sur le désir de l'autre
et des tentatives pour faire disparaître cet écart de désir qui abîment le désir au lieu de le réparer. Donc pour se donner une chance que ça revienne, on va devoir enlever la pression, recréer de la sécurité, différencier le sexe et l'amour, mais tout ça n'est pas une garantie que le désir revienne. Ça va arrêter de l'abîmer, parfois ça suffit à refaire partir la machine, et parfois non. C'est important d'en avoir conscience. Alors, à l'intérieur d'un couple, quand on est dedans, c'est pas toujours facile de conduire les changements dont j'ai parlé ici. C'est là qu'on peut avoir besoin d'un accompagnement de couple pour pouvoir le faire dans un cadre sécurisant où chacun va pouvoir sentir que son besoin ou sa souffrance est vraiment entendu. Et j'ai d'ailleurs prévu de vous parler de tout ça dans le prochain épisode qui portera justement sur qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement de couple tel qu'on le pratique avec l'approche systémique de Palo Alto, qui est la mienne. Voilà, j'espère que cet épisode sur le désir aura été éclairant pour vous. Vous trouverez beaucoup de ressources dans les ressources de l'épisode qui sont dans les notes, des articles complémentaires sur mon blog dont j'ai parlé dans l'épisode, mais aussi au moins un livre. Il n'y en a pas beaucoup des livres sur le couple qui trouvent grâce à mes yeux, mais je vous mettrai au moins un livre intéressant sur le sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@sco2mc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.